concours de l'ENSAM pour l'année 2018 portant sur la physique. Donc, physique 1, mécanique. On se propose d'étudier dans cet exercice le mouvement d'une bille ponctuelle de masse petit m. On note G, la norme du champ de pesanteur s'est posée constante. La bille est attachée à une poulie de deux gorges. Donc on a deux gorges, deux rayons R1 et R2. De moment d'inertie G delta qui tourne autour d'un axe delta. Les fils qui sont attachés à la poulie 1 et 2 sont indilatables et de masse négligeable et ne glissent pas sur les gorges des poulies. Cette extrémité est il y a un ressort de raideur K et de longueur à vide L0 et de masse négligeable est fixé à un point A. On note delta L0, c'est LE, la longueur du ressort à l'équilibre, moins L0. Donc le système qui est constitué par la bille, la poulie et le ressort considéré est représenté sur la figure 1. Voici la figure qui enregistre tout cet énoncé. Donc, premièrement, la partie 1, on néglige les frottements dans cette partie. Donc, les frottements sont négligeables. Premièrement, déterminer l'allongement delta L0 du ressort à l'équilibre du système. Donc, l'allongement delta L0 qui est égal à LE moins L0 du ressort à l'équilibre du système. Donc, pour étudier ceci, on a donc le système étudié étant formé par deux poulies, une résistance et une bille. Donc, le système en équilibre, il faut étudier les trois parties séparément. C'est-à-dire, concernant la bille, on a le poids plus T'1 égale à 0. On projette sur l'axe OZ qui est dirigé vers le haut, on va avoir P moins T'1 égale à 0. C'est-à-dire que T'1 est égal à P qui est égal à mg, avec m c'est la masse de la bille. Concernant le ressort, on a T'2 plus T2 égale à 0. C'est-à-dire que T2 est égal à moins T'2 qui est égal à K delta L0. Donc K, c'est la constante de raideur. Concernant les deux poulies, on a le moment par rapport à l'axe delta de T2 plus le moment par rapport à l'axe delta de T1 plus le moment de la réaction R par rapport à l'axe delta plus le moment du poids P' par rapport à delta égale à 0. Et comme la ligne d'action de R et de P passe par delta, c'est-à-dire que ces moments sont nuls. Il reste tout simplement le moment delta de T2 plus le moment delta de T1 égale à 0. Donc, puisque l'orientation elle est dans ce sens, d'où on aura donc T1 R1 moins T2 R2 égale à 0. C'est-à-dire que T1 R1 est égal à T2 R2. Et on a T'1 elle est égale à T1, car ça c'est le principe de l'action et de la réaction, d'où, d'après C, alors on aura donc mg R1 est égal à K delta 0 R2, c'est-à-dire que delta L0 est égal à mg
sur K qui multiplie R1 sur R2. Donc voici la réponse de la première question de la partie A. La deuxième question, on écarte la bille de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance de 5 cm et on l'abandonne sans vitesse initiale. L'instant initial correspondant au passage de la bille par sa position d'équilibre pour la première fois vers le bas avec une vitesse de 0,25 m par seconde. La question 2.1, l'expression de l'énergie cinétique EC du système. C'est-à-dire qu'on va écarter la bille vers le bas d'une distance est égale à moins 5 cm car l'orientation elle est vers le haut. Donc, on veut calculer l'énergie cinétique du système. Donc, on a écarté la poulie vers le bas de 5 cm. Donc, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de la bille plus l'énergie cinétique des poulies. Donc, EC du système est égal à 1 demi mv au carré plus 1 demi g delta θ point au carré. Avec θ point, ça c'est la vitesse angulaire. Or, Z, lorsque la bille se déplace vers le bas, les poulies tournent. Donc, la poulie P1 se déplace d'une abscisse curviline Z qui est égale à R1 θ. On va dériver, c'est-à-dire Z point est égal à R1 θ. Donc, Z point est égal à R1 θ. C'est-à-dire que θ est égal à Z point sur R1. Alors, Z point, ce n'est rien d'autre que la vitesse. D'où l'énergie cinétique d'où l'énergie cinétique du système est égale à 1 demi m Z point au carré plus 1 demi g delta Z point sur R1 au carré. Donc, ça se voit que ça c'est x, elle se déplace de R2 θ et Z ici est égal à R1 θ. Donc, c'est-à-dire que la poulie P1, il tourne lorsque la bille se déplace vers le bas. Donc, il y a une abscisse curviline qui est Z est égal à R1 θ. Et ici, on a un X qui est égal à R2 θ, puisqu'il tourne sur le même axe delta. Donc, l'énergie cinétique du système, ce n'est rien d'autre que 1 demi m, ce n'est rien d'autre que 1 demi facteur de m plus g delta sur R1 au carré, le tout en facteur de Z point au carré. C'est-à-dire Z point ici, c'est la vitesse. La question 2.2, l'expression de l'énergie potentielle du système. L'énergie potentielle du système, c'est l'énergie potentielle du ressort plus l'énergie potentielle de la poulie avec la
B. C'est-à-dire que l'énergie potentielle du système est égale à 1 demi K x au carré plus mgh, car le déplacement ici c'est h. Donc le déplacement, ça c'est h, c'est la distance entre le sol et la position de la bille. Et comme x est égal à R2 θ et z est égal à R1 θ, d'où x sur z est égal à R2 sur R1. C'est-à-dire que x est égal à R2 sur R1 qui multiplie z. Donc on va remplacer le x par R2 sur R1 z. On aura donc l'énergie potentielle du système, ce n'est rien d'autre que 1 demi K R2 sur R1 au carré, Z au carré, plus mgh. La question 2.3, l'équation différentielle du mouvement de la bille en se basant sur l'étude énergétique. Donc on veut l'équation différentielle de Z en se basant sur l'étude énergétique. Donc, puisqu'on a calculé l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, donc on déduit l'énergie mécanique du système. Donc l'énergie mécanique du système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et puisque les frottements sont négligeables, donc les forces sont conservatives. Autrement dit, l'énergie mécanique du système elle est constante. C'est-à-dire que la dérivée de l'énergie mécanique du système par rapport au temps est égale à 0. C'est-à-dire que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à T plus la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à T est égale à 0. Donc on va remplacer tout simplement l'énergie cinétique et l'énergie potentielle par leur expression. On va la dériver. Donc après dérivation, on va trouver que elle est égale à Z point, facteur de M G delta sur R1 au carré Z seconde plus K R2 sur R1 au carré Z égale à 0. C'est-à-dire que Z point égale à 0 ou M plus G delta sur R1 au carré facteur de Z seconde plus K R2 sur R1 au carré Z égale à 0. Donc ça c'est la vitesse initiale, donc il est nul par hypothèse. Elle reste tout simplement l'expression M plus G delta R1 au carré Z seconde plus K R2 sur R1 au carré Z égale à 0. Donc on va diviser par M plus G delta sur R1 au carré. On aura donc Z seconde plus K R2 sur R1 au carré sur mg delta sur R1 au carré Z égale à 0. Donc ça c'est l'équation différentielle vérifiée par Z en se basant sur l'énergie mécanique, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle l'étude énergétique. Donc tout simplement il faut faire attention en faisant le calcul. Deux, 4, les grandeurs Z d'indice petit m et phi, sachant que l'équation horaire du mouvement de la bille s'écrit comme sur l'expression suivante. Z de t est égal à Z d'indice petit m cosinus de oméga 0 t plus phi. Donc on veut Z d'indice petit m ainsi que phi. Donc on a une équation différentielle
Donc, la solution de cette équation différentielle, elle est donnée par z, t est égal à z d'indice m cosinus de oméga 0 plus phi. Donc, l'équation différentielle, ça s'écrit comme z seconde plus oméga 0 au carré, z égale à 0. Donc, cette équation-là, elle a pour solution z d'indice petit m cosinus oméga 0 de t plus phi. Donc, c'est-à-dire que oméga 0 au carré est égal à k R2 au carré sur m R1 au carré plus g delta. Donc, ça, c'est la pulsation de système. Donc, d'après l'énoncé, puisque on a z, elle est dirigée vers le haut, et l'habit se déplace vers le bas, c'est-à-dire que Zm il est négatif, il est égal à moins 5 cm. Et on a Z autant t égale à 0 est égal à 0. Donc on va la remplacer ici. On aura donc 0 est égal à moins 5 cosinus, ça c'est 0, plus phi. C'est-à-dire que cosinus phi, elle est égale à cosinus phi, elle est égale à 0. C'est-à-dire que phi est égal à plus ou moins pi sur 2 radians. Donc, on va dériver cette équation. Donc, la dérivée z point de t est égale à moins zm oméga 0 sinus oméga 0 de t plus phi. Donc, on va remplacer t par 0, c'est-à-dire que z point 0, elle est égale à moins 0,25, car la vitesse, elle est de sens contraire à l'orientation de déplacement de la bille. Donc, on aura moins 0,25 est égal à moins zm oméga 0 sinus oméga 0 qui multiplie 0 plus phi. C'est-à-dire que cela va nous donner que sinus de phi est égal à quelque chose de positif. Autrement dit, donc phi est égal à pi sur 2 radians. Ainsi donc, z d'indice petit m est égal à moins 5 cm et phi est égal à pi sur 2 congruence modulo de pi. Donc voici Zm et voici phi. Troisièmement, calculer la période propre T0 du mouvement de la bille en donnant une application numérique de cette valeur. Donc la période T0 du mouvement de la bille. Donc on a sinus de phi, donc on a trouvé que sinus de phi est égal à moins 0,25 mètres par seconde sur moins 5, 10, moins 2 mètres oméga 0. Et phi, elle est égale à pi sur 2, c'est-à-dire que sinus de phi est égal à 1. Donc, autrement dit, donc, on a cette valeur est égale à 1, c'est-à-dire que oméga 0 est égal à 5. Donc, si oméga 0 est égal à 5 radians par seconde, on sait que T0 est égal à 2 pi sur oméga 0, c'est-à-dire est égal à 2 fois 3,14 sur 15. Qui est égal à peu près à 1,26 secondes. Donc T0 est égal à peu près à 1,26 secondes. La partie 2, à l'instant T2, correspondant au passage de la bille par sa position d'équilibre. Pour la deuxième fois, vers le bas, celle-ci se détache du fil 1 en chutant vers le sol d'une hauteur h. Donc elle va tomber sur le sol. On se limite au cas où la poussée d'Archimède est négligeable. Autrement dit, la bille va tomber dans une substance qui est visqueuse, ou bien c'est-à-dire dans l'eau, par exemple dans l'eau,
car il y a une poussée d'Archimède. Donc cette poussée d'Archimède, elle est négligeable. Au cours de son mouvement, la bille est soumise à une force de frottement visqueux de type F est égal moins alpha fois le vecteur V, avec alpha, c'est une constante qui est positive. Donc déterminer l'instant T2, c'est-à-dire l'instant où la bille passe par la deuxième fois par sa position d'équilibre. Donc, on néglige la poussée d'Archimède. Les frottements dus à la viscosité sont donnés par F est égal à moins alpha qui est multiplié par le vecteur V. Donc le temps T2. Puisque la bille passe par sa position d'équilibre vers le bas à T2, et vu que la période propre T0 est égale à 1,26 secondes, correspondant au passage de la bille pour la première fois dans le temps, donc ça, c'est donc T0 est correspondant au passage de la bille pour la première fois. Donc pour T2 correspondant au passage de la bille pour une deuxième fois, dans ce cas-là, donc T2 est égal à 2 fois T0. Donc c'est 2 fois 1,26, c'est égal à 2,52 secondes. Donc le temps mis pour que la bille passe une deuxième fois par sa position d'équilibre, ce n'est rien d'autre que 2 fois la période T0, qui est correspondant au passage de la bille pour la première fois. Donc, T2 est égal à 2,52 secondes. Donc ça, c'est la question numéro 4. La question numéro 5, l'équation différentielle en vitesse du mouvement de la bille. Donc l'équation différentielle, mais la variable, c'est la vitesse de la bille B. Donc, la bille est en mouvement. Donc, elle est soumise au poids P et à la force F. Puisqu'elle est détachée du fil. Donc, puisque le fil, elle est détaché du fil. Ici, il est détaché du fil. C'est-à-dire que le fil n'existe pas. Elle se détache du fil. Donc, il n'existe pas de fil. Donc, on a tout simplement deux forces. On a le P et on a le F. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à la bille, on a P plus F est égal à M AG. AG, c'est l'accélération du centre de gravité de la bille. Et AG, ce n'est rien d'autre que M dV sur dt. Donc, on va projeter cette équation sur l'axe OZ orienté vers le haut. On aura donc F moins P est égal à M dV sur dt. Et comme F est égal à moins alpha V, d'où moins mg moins alpha v est égal à mdv sur dt, c'est-à-dire que tout simplement on va regrouper les termes, on va trouver que dv par rapport à dt plus alpha sur 1 v de t plus g égale à 0. Donc voici l'équation différentielle de la bille avec variable la vitesse v de t. Sixièmement, la vitesse limite de la bille VL en régime permanent. Donc, on a l'équation
différentiel est vérifié par la vitesse v. Le régime étant permanent, c'est-à-dire que v elle est constante, c'est-à-dire que la dérivée de v par rapport à t égale à 0. Donc elle reste tout simplement alpha sur m v limite plus g égale à 0, c'est-à-dire que v limite est égal à moins gm sur alpha qui est négatif, car la bille se déplace vers le bas dans le sens contraire de l'orientation de l'axe OZ. Mais avec, si on veut prendre, c'est-à-dire le module ou bien la norme, ça c'est gm sur alpha. Alors, mais on sait que vl, c'est-à-dire avec en vecteur, donc elle est négative. Donc voici l'expression de v limite en régime permanent. Septièmement, l'instant TH lorsque la bille touche le sol. Donc, quel est le temps mis pour la bille pour qu'il touche le sol en se détachant du fil? Donc, d'après l'équation différentielle de V, on a dv sur dt plus alpha sur mv plus g égale à 0. Donc, on va poser alpha sur mv plus g est égal à 1 oméga. Donc, on va dériver, c'est-à-dire alpha sur m dv sur dt, la dérivée de g c'est 0 est égale à 2 oméga sur dt. Autrement dit, donc dv sur dt, ce n'est rien d'autre que m sur alpha 2 oméga sur dt. Donc, on va la remplacer ici. On aura donc m sur alpha de oméga sur dt plus oméga de t égale à 0. Donc, ça, c'est une équation différentielle. Donc, vous savez déjà faire le calcul, mais simplement, je vais faire une description, c'est-à-dire que on va procéder comme suit. On a d de wt sur dt est égal à moins alpha sur m w de t. Donc, on va amener le w de t ici, on va multiplier par dt. On aura d de w de t sur w de t est égal à moins L alpha sur m dt. Donc, par intégration, donc elle reste ici. Donc, l'intégrale de dw de t sur oméga de t dt est égal à moins alpha sur m d de t plus une constante qu'on va la nommer ln de k. Donc ça nous donne ln de w de t est égal à moins alpha sur m t plus ln de k. On va passer ln de k de l'autre côté. On aura donc ln de w de t moins ln de k est égal à moins alpha sur m de t. Donc ça, c'est ln de w de t sur k est égal à moins alpha sur mt, c'est-à-dire que w de t sur k est égal à l'exponentielle de moins alpha sur m de t, c'est-à-dire que w de t est égal à k, l'exponentielle de moins alpha sur m t. Et donc, on va remplacer w de t par son expression qui est alpha sur m v de t plus g. Donc, on aura donc alpha sur m v de t plus g est égal à k, l'exponentielle de moins alpha sur m de t, c'est-à-dire que v de t est égal à k sur m alpha, l'exponentielle de moins alpha sur m de t moins m g sur alpha. Donc, maintenant, il faut qu'on cherche la constante k. À t égale à 0, on a v0 est égal à v0. Donc, cela nous donne que m sur alpha k est égal à v0 plus mg sur alpha. C'est-à-dire que k est égal à alpha v0 sur m plus g. On va le remplacer ici, donc v de t, elle est égale à cette expression, c'est-à-dire égal à alpha. Donc v de t est égal à m sur alpha, facteur de alpha v0 sur m plus g, l'exponentielle de moins alpha sur m de t, moins mg sur alpha.
Donc, on va faire entrer le m sur alpha. Donc, on va simplifier. Il va rester v de t est égal à v0 plus m sur alpha g. L'exponentiel de moins alpha sur mt moins mg alpha. Donc, quand l'habit touche le sol à l'instant th, donc v de th égale à 0. Donc, lorsque l'habit touche le sol, donc sa vitesse à cet instant, il est égal à 0. Donc, on va le remplacer t par th et on va prendre v de th est égal à 0. Donc, ça, c'est facile. Donc, on aura v0 plus mg sur alpha e moins alpha sur m t de h est égal à mg alpha. Donc l'exponentiel de moins alpha sur m t de h est égal à mg alpha sur v0 plus mg alpha. Donc, ça, après simplification, puis on va prendre les ln. Donc, ln ici, c'est moins alpha sur m t de h est égal à ln de cette expression-là. Donc, th est égal à moins m sur alpha ln de mg sur v0 alpha plus mg. Donc, th est égal à m sur alpha ln. Donc, puisque mg sur mg, c'est 1, donc 1 plus v0 alpha sur mg. Donc, il y a trop de calculs, mais simplement, il faut faire attention aux calculs et essayer de regrouper les termes. Exercice numéro 8, la durée de chute de l'habit. Donc, combien est la durée cette chute pour que l'habit touche le sol? Donc, tout simplement, on a delta de t est égal à th moins t2. Et on a t2 est égal à 2,52, d'où delta t, tout simplement, est égal à cette expression-là, moins 2,52. L'exercice 9, c'est l'équation horaire z de t du mouvement de la bile lorsqu'il sera détaché du fil 1. Donc, on a l'expression v de t déjà calculée, et on sait que v de t, ce n'est rien d'autre que la dérivée de z de t par rapport au temps. Et que à t égale à 0, on a z0 égale à 0. Donc, on va remplacer v de t par dz sur dt. Donc, on aura cette expression-là. Puis, on va passer par l'intégration.
Donc on aura donc z de t est égal à v0 sur mg sur alpha, l'intégrale de moins alpha sur m t dt moins l'intégrale de moins mg sur alpha d de t plus une constante, avec z0 égale à 0. Donc, c'est-à-dire ça, c'est donc l'intégrale de l'exponentielle de moins alpha sur m t dt, c'est l'inverse, c'est-à-dire est égal à moins m sur alpha v0 plus mg sur alpha, l'exponentielle de moins alpha sur m de t, moins mg sur alpha t plus une constante, avec z0 égale à 0. Donc, on va déduire la constante c. Donc C, elle est égale à m sur alpha, facteur de V0 plus mg alpha, et on va la remplacer ici. Donc c'est simplement lorsqu'on va remplacer, on va trouver que Z de t est égal à m sur alpha, facteur de V0 moins g de t, plus g, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins alpha sur m t. QCM de la physique 1 mécanique. Le diagramme des vitesses d'un mobile ou mouvement rectiligne est le suivant. Donc voici la description d'un diagramme d'un mouvement rectiligne. L'équation du mouvement durant la troisième étape, c'est-à-dire entre 20 et 25 secondes. A, B, C ou bien D. Quelle est l'expression de l'équation du mouvement dans l'intervalle 20 et 25 secondes? Donc, on voit que le mouvement il est rectiligne, c'est-à-dire que il est représenté par une droite. Donc, il s'écrit, donc voici le V, on a V en fonction de T. C'est-à-dire que V de T est égal à A, c'est-à-dire que V de T est égal à A, T plus B. Donc, c'est la droite verte. Donc, lorsque T est égal à 20 secondes, alors V est égal à 10. Et quand T est égal à 25 secondes, alors V est égal à 20. Donc, on aura donc V de 20 secondes est égal à 20 A plus B. Et V de 25 secondes est égal à 25 A plus B. Donc, V de 25 qui est égal à 20 moins V de 20 qui est égal à 10, elle va être égale donc ceci, on débarrasse de B, il reste 25A moins 20A est égal à 5A. Donc 20 moins 10, ça fait 10, est égal à 5A, c'est-à-dire que A est égal à 10 sur 5 est égal à 2. Une fois qu'on connaît A, on peut la remplacer dans n'importe quelle équation, on va tirer le B, il est égal à moins 30. D'où V de T est égal à 2T moins 30 mètres par seconde. Donc, la réponse c'est C. Donc la réponse c'est C. Deuxième question, le système des équations horaires
d'un point matériel au mouvement est le suivant. On a x est égal à moins 1 plus 2 sinus 4t, et y est égal à 2 plus 3 sinus 4 de t. Est-ce que la trajectoire est un cercle, ellipse, droite ou bien parabole? Donc, on a x de t est égal à moins 1 plus 2 sinus 4t, et y de t est égal à 2 plus 3 cosinus 4 de t. Donc, on va passer le 1 de l'autre côté ainsi que le 2. On va diviser par 2 et par 3. On a x de t plus 1 sur 2 est égal à sinus de 4 de t. Et on a y de t moins 2 sur 3 est égal à cosinus de 4t. On va enlever ça au carré. On aura x de t plus 1 sur 2, le tout au carré, plus y de t moins 2 sur 3, le tout au carré est égal à sinus carré 4t plus cosinus carré 4t. Et sinus carré 4t plus cosinus carré 4t est égal à 1. D'où on aura donc x de t plus 1 au carré sur 2 au carré est égal à y de t moins 2 au carré sur 3 au carré est égal à 1. On va poser u est égal à x de t plus 1 et v est égal à y de t moins 2. On aura donc une équation de la forme u au carré sur 2 au carré plus v au carré sur 3 au carré est égal à 1. Donc ça, c'est l'équation d'une ellipse. Donc la réponse, c'est B. Troisième exercice, on considère un mobile arrivant avec une vitesse constante VA au point A sur un rail de forme d'un quart de cercle AB et de rayon de courbure R se trouvant dans un plan vertical et les frottements sont négligeables. Donc la question 3.1, l'intensité de la force T qui exerce la rail sur le mobile au point M. Quelle est son expression? C'est A, ou bien B, ou bien C, ou bien D. Donc, on a la rail, on a les forces qui s'exercent sur le mobile, c'est le poids P, et la tension T. Ça, c'est l'action de la rail sur le point M. Donc ça, on va choisir le repère mobile, ou bien le repère de freinette. Donc on a le U, on a le N. Donc c'est une accélération qui s'appelle centripète. Donc, le poids P a pour coordonnées dans le repère U, N, il y a ici, ça c'est moins mg sinus de θ, selon U, puisque de sens contraire, et ça c'est moins mg cosinus de θ, puisqu'elle est de sens contraire de N. Donc dans le repère G, U, N. Les coordonnées de T, elle n'a pas de coordonnées sur U. Et sur N, elle a le coordonnée T, dans le repère G, U, N. Donc, et on a une réaction qui est c'est égal à 0, car les frottements sont négligeables. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique au point M, on aura donc 0. On a 0 moins mg sinus θ est égal à moins dv sur dt, c'est-à-dire selon U, et t moins mg cosinus θ est égal à mv au carré m sur r. Donc ça, c'est l'accélération centripète. Ça, c'est l'accélération tangentielle. Ça, c'est tangentiel, ça, c'est centripète.
Donc, T est égal à, donc, est égal à mg cosinus de θ plus m sur r v au carré m. Donc, cette distance-là, c'est r. Et cette distance-là, c'est r. Donc, la bille, elle passe de A vers M. Donc, elle s'élève d'une altitude Z. Z, elle est égale à R moins cette partie-là. Cette partie-là, ce n'est rien d'autre que R cosinus de θ. D'où Z est égal à R moins R cosinus de θ est égal à R facteur de 1 moins cosinus de θ. Donc, par application de théorème de l'énergie cinétique entre les points A et M, on aura donc 1 demi mvm au carré moins 1 demi mva au carré est égal à le travail de P plus le travail de T plus le travail de R, ça c'est égal à 0. Et ça est égal à 0 puisque ça elle est perpendiculaire au déplacement et ça puisque les frottements sont négligeables. Donc il reste le travail de P qui est égal à moins mgz. D'où 1 demi mvm au carré moins 1 demi mva au carré est égal à moins mgz. Et z est égal à R facteur de 1 moins cosinus θ, c'est-à-dire que 1 demi mvm au carré moins 1 demi mva au carré est égal à moins mgr facteur de 1 moins cosinus θ. On va la remplacer ici. Donc on va remplacer mvm au carré par son expression. D'où T est égal à mg cosinus θ. Donc, T est égal à mg cosinus θ plus m sur r, facteur de, voici v carré m. Voici l'expression de v carré m. Donc, c'est moins gr, facteur de 1 moins cosinus θ plus va au carré. Donc, après réarrangement des termes, on va trouver que tout simplement c'est T est égal à m, facteur de g, facteur de 3 cosinus θ moins 2 plus VA au carré sur R. Donc, l'expression D qui répond à cette question. Donc, c'est ça la réponse, c'est D. La condition nécessaire pour que le mobile arrive au point B quelle est la condition nécessaire? Donc, la condition nécessaire pour que le mobile arrive au point B, lorsqu'elle arrive au point B, donc l'angle θ, elle est devenue égale à pi sur 2. Donc θ est égal à pi sur 2. Et que T, c'est-à-dire la tension, elle doit être supérieure ou égale à 0. Autrement dit, donc ce terme-là, il est supérieur ou égal à 0 avec θ est égal à pi sur 2.
Donc, on aura donc, lorsque θ égale à pi sur 2, ça, ce terme-là, il est égal à 0. Donc, il reste moins 2 mg plus mv au carré a sur r est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, VA au carré sur R est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que VA est supérieur ou égal à racine de 2 GR. Donc c'est la réponse c'est B. Quatrièmement, une balle de tennis de rayon petit r est lâchée en chute libre sans vitesse initiale d'une hauteur Z0. Après chaque percussion, c'est-à-dire un choc, avec le sol, la balle remonte à une certaine hauteur et redescend. On note que la balle perd la moitié de son énergie cinétique qu'avait juste avant la percussion. 4.1. L'altitude Zn atteint par la balle après n percussions avec le sol. Donc est-ce que c'est A, c'est B, C ou bien D? Donc quand on dit la balle, ce qui nous intéresse, c'est son centre. C'est le centre qui rebondit. Donc, le centre de la bille rebondit en perdant la moitié de son énergie cinétique à chaque percussion. C'est-à-dire que si on désigne la percussion 0, l'énergie cinétique 0, c'est 1 demi 1 V0 au carré, qui est égal à mgz0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, le théorème de l'énergie cinétique. Donc 1 demi 1 V0 au carré est égal à mgz0. L'énergie cinétique 1 est égal à la moitié, c'est-à-dire est égal à 1 demi, l'énergie cinétique c'est 0. Donc est égal à mg sur 2 z0. L'énergie cinétique 2 est égal à 1 demi de l'énergie cinétique C1, c'est-à-dire est égal à 1 quart, c'est-à-dire est égal à 1 quart de cette énergie, c'est-à-dire c'est égal à 1 quart de l'énergie EC0. Donc est égal à 1 demi, l'énergie cinétique C1 sur 2 est égal à mg sur 2 au carré Z0. Donc, jusqu'au l'énergie cinétique N est égale à 1 demi l'énergie cinétique de Cn moins 1, qui est égale à mg Z0 sur 2 à la puissance N. Ici, on a 2 au carré, ici, on a 1, on a ici 1, ici, on a 0, donc 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, 1 à la puissance N, on aura 2 à la puissance N. Donc ça est égal à mg z0 sur 2n. Or, l'énergie cinétique n est égale à mg zn. Donc on va simplifier les mg. Il reste que zn est égal à z0 sur 2 à la puissance n. Donc au bout de n percussions, alors zn est égal à z0 sur 2 à la puissance n. Donc ça c'est la réponse B. Ça c'est mg, Z1 ça c'est mg, Z2 ça c'est mg, Zn, ainsi de suite. Donc ce qui nous intéresse c'est la relation entre Zn et Z0. C'est pour ça qu'on faisait abstraction à ce qui est intermédiaire.
Donc, le dernier exercice, 4.2, sachant que Z0 est égal à 2,56 mètres et le rayon R est égal à 2 cm, quel est le nombre de percussions au bout duquel la balle s'arrête de rebondir, c'est-à-dire elle touche le sol et elle reste stagnante sur le sol? Est-ce que c'est A, c'est B, C ou bien D? Donc on va chercher le nombre n. Donc, on a Z0 est égal à 2,56 mètres et on a R est égal à 2 cm, c'est-à-dire égal à 0,02 mètres. Et on a Z d'indice n est égal à Z0 sur 2 à la puissance n. Et donc, dire que la boule s'arrête de rebondir revient à dire que la bille se trouve sur le sol. Donc, ici se trouve sur le sol, donc la dénivellation ou bien l'altitude, c'est R. Ici, c'est donc Zn, c'est R. Donc, on va tout simplement remplacer Zn par R dans cette expression-là. Et on va remplacer Z0 par sa valeur. D'où on aura donc R est égal à Z0 sur 2 à la puissance n. Autrement dit, donc 2 à la puissance n est égal à Z0 sur R. Est égal à 2,56 sur 0,02 est égal à 128. 128, c'est 2 à la puissance 7. Donc, on a 2 à la puissance n est égal à 2 à la puissance 7, c'est-à-dire que n est égal à 7. Donc, la réponse, c'est C. Donc, le premier exercice, on considère le montage électrique représenté sur la figure ici. Donc, on a un générateur de tension, on a un condensateur, C, on a une bobine d'inductance L et de résistance interne R, on a une résistance ohmique, on a deux interrupteurs K1 et K2. Dans toutes les parties, on note soit IL de T, c'est le courant dans la bobine, UL de T, la tension au bornes de la bobine, IR de T, le courant dans la résistance R, UR de T, la tension au bornes de la résistance. La partie A de l'exercice 1. À l'instant T égale à 0, on va fermer le K1 et on va ouvrir le K2. Sachant que la tension à vide aux bornes de la résistance égale à 10 volts et le courant à vide au niveau de la bobine est égal à 2 ampères. Donc la question 1.1, calculer les intensités du courant IR0 et IR l'infini, c'est-à-dire le courant qui traverse R à l'instant t égale à 0 et à l'instant t est égal à l'infini. Donc, ça tout simplement, c'est les données. Donc, on va fermer le K1. On va laisser le K2, il est ouvert. Donc, le courant, elle va passer dans cette maille. Puisque si l'interrupteur, il est ouvert, donc il n'y a pas de courant ici. Donc, tout simplement, on s'intéresse à cette partie-là. Donc, on a ça, c'est les données. D'où. Donc, UR 0, c'est RIR 0. Donc IR 0, c'est UR 0 sur R. Or, UR 0, elle est égale à 10 volts. IR est égal à 5 ohms. Donc IR 0 est égal à 10 sur 5 est égal à 2 ampères.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. UR à l'infini, c'est R, IR à l'infini. C'est-à-dire IR à l'infini, c'est UR à l'infini sur R. Or, K2, il est ouvert. Donc UR à l'infini égale à 0. Puisqu'ici, l'interrupteur, il est ouvert. Donc UR de l'infini égale à 0. D'où IR de l'infini est égal à 0 sur 5 est égal à 0 ampère. Donc voici IR 0 est égal à 2 ampères et IR à l'infini est égal à 0 ampère. La question 2, 1-2, déterminer l'équation différentielle à laquelle, donc la question 1-2, déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit UR de T. Donc la variable, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc on a, d'après la loi d'addition des tensions dans la maille, c'est contre, on a UC de T plus UR de T égale à 0. Donc la dérivée de la tension aux bornes de condensateur plus la dérivée de la tension aux bornes de la résistance égale à 0. On a Q, donc la charge au bord des armatures des condensateurs, c'est CUC. Donc la dérivée de Q par rapport à T, c'est la tension T. Donc I de T est égal à dQ sur dt est égal à C duc sur dt. Et on a la loi d'Ohm. On a UR de T est égal à RI de T, c'est-à-dire IT est égal à UR de T sur R. Donc on va remplacer ici. Donc on aura donc DUC sur D de T plus D du R sur D de T est égal à 0. C'est-à-dire que D de UC sur DT est égal à I de T sur C qui est égal à UR sur RC. RC, c'est une constante qu'on nomme taux. D'où, donc on va garder D de UR sur D de T et on va remplacer le D de UC par rapport à DT par UR sur taux. Donc on a ainsi l'équation différentielle définie par U de R de T, c'est-à-dire que la variable ici c'est UR de T. Le 1,3, calculer C si à t égale à 0,5 millisecondes, UR de t est égal à 3,7 volts. Donc on a l'équation différentielle de variable UR de t. On a à t égale à 0,5 millisecondes qui est égal à 0,5 10 moins 3 secondes, c'est-à-dire 5 10 moins 4 secondes. On a UR de t est égal à 3,7 volts. Cette équation, on veut la résoudre, c'est-à-dire tout simplement c'est une intégration, donc c'est-à-dire que ça c'est d du R de t sur dt plus 1 sur taux de R de t égale à 0, donc
la dérivée de UR de t par rapport à R de t est égale à moins 1 sur taux D de t. Donc ça c'est l'intégrale, ça c'est l'intégrale, ça nous donne ln de UR, ça nous donne moins 1 sur taux t plus 1, une constante qu'on va la nommer ln de k. Donc on aura ln de UR moins ln de k est égal à moins 1 sur taux t, c'est-à-dire que ln de, ça, puisque ça c'est la différence, donc ça c'est ln de UR de t sur k est égal à moins 1 sur taux t, c'est-à-dire que UR de t est égal à k, l'exponentielle de moins t sur taux. D'où, pour R égale à 0, on sait que UR de 0 est égal à 10 volts, c'est-à-dire on aura donc ici, lorsqu'on remplace par 0, il reste k. Donc k est égal à 10, d'où UR de t est égal à 10, l'exponentielle de moins t sur taux. Donc, on arrive à ce stade-là. On va remplacer t par 5, 10, moins 4. Et on va remplacer UR de t par 3,7 volts. Donc, on aura 3,7 est égal à 10, l'exponentielle de moins 5 sur taux, qui multiplie 10 à la puissance moins 4. Donc, après calcul, on va trouver que taux, puisqu'on cherche ce taux. Donc, taux est égal à moins 5, 10, moins 4 sur ln de 37, 10, moins 2. Ça nous donne 5. Ça nous donne 5, 10, moins 4. Et puisque taux est égal à R fois C, donc C est égal à taux sur R, et R est égal à 5, donc on aura C est égal à 110 moins 6 farad, c'est-à-dire est égal à 100 microfarad. Donc il faut faire attention au calcul tout simplement, puisque la méthode c'est abordable. La solution de l'équation différentielle à laquelle obéit IL de t, c'est-à-dire le courant qui passe dans la bobine, est de la forme IL de t est égal à A plus D, l'exponentielle de moins t sur taux. Donc, A et B, ce sont deux constantes, et taux est égal à 0,5 millisecondes. Donc, on veut calculer le A, le B et le L. Donc, quoi est égal? Le coefficient A, le coefficient B et l'inductance de la bobine en question. Donc, on a IL de t est égal à A plus B, l'exponentielle de moins t sur taux prime. Mais, puisque même taux prime est égal à taux, puisque taux, ici, il est égal à
5 10 moins 4, ou bien 0,5 millisecondes. C'est la même chose. Mais je vais la nommer tout simplement top prime pour ne pas avoir une confusion entre la première et la deuxième. Mais elles sont égaux. Donc, IL de 0, lorsqu'on va remplacer T par 0, on aura donc A plus B est égal à IL de 0. IL de 0, elle est égale à 2 ampères. IL de 0, elle est égale à 2 ampères. Elle est égale à 2 ampères. Donc A plus B est égal à 2 ampères. Donc, dans cette maille, donc la loi d'addition des tensions, on a E moins UL de T égale à 0. C'est-à-dire que UL de T est égal à E. Et UL de T, c'est son expression CR IL de T plus L d'IL de T sur DT. Donc on aura un système. On aura donc A plus B est égal à 2 et E est égal à R. IL de T, on va la remplacer par son expression, c'est-à-dire A plus B exponencié de moins T sur tau prime. Donc, on va remplacer, donc ici c'est la dérivée, donc on va la dériver ici. Donc ça nous donne A plus B est égal à 2, ça c'est E, ça elle reste. Ça, la dérivée, donc la dérivée de A c'est 0, et la dérivée de B, exponencié de moins T sur tau prime, c'est moins B L sur tau prime exponentielle de moins T sur tau prime. Donc on aura donc A plus B est égal à 2. Et lorsque T tend vers plus l'infini, ce terme-là est égal à 0. Et ce terme-là est égal à 0. Donc il reste E est égal à R fois A. Donc A est égal à E sur R. Donc E est égal à 12 et R est égal à 1, d'où A est égal à 12. Donc, une fois on connaît A, on peut déduire B. Donc, B est égal à 2 moins A, c'est-à-dire 2 moins 12 est égal à moins 10 ampères. Donc, on a A est égal à 12 et on a B est égal à moins 10. Donc, il reste à calculer le L. On a tau prime est égal à L sur petit r. C'est-à-dire que L est égal à R fois tau prime. Donc, R est égal à 1 fois 5 10 moins 4 Henry. C'est-à-dire c'est 0,5 10 moins 3 Henry. C'est-à-dire c'est 0,5 milli-Henry. Donc, ainsi, on a A est égal à 12, B est égal à moins 10, et L est égal à 0,5. Donner l'expression de la tension UL de T en fonction de L. Donc ça, c'est l'exercice 1,5. Donc on a la tension aux bornes de la bobine, c'est R IL de T plus L D IL de T sur DT.
Et on a IL de T est égal à A plus B, E moins T sur tau'. Et on a A égale à 12 et on a B est égal à moins 10, d'où IL de T est égal à 12 moins 10, l'exponentielle de moins T sur tau'. Donc la dérivée de IL de T, ça nous donne 10 sur tau', l'exponentielle de moins T sur tau'. On a tau' est égal à L sur R, donc R est égal à L sur tau'. Donc on va remplacer, donc UL de T est égal à, donc R, on va le remplacer par L sur tau', donc L sur tau'. IL de T, c'est 12 moins 10, l'exponentielle de moins T sur tau', plus la dérivée, donc ça c'est la dérivée, donc c'est 10, donc tau', donc c'est 10, donc c'est dit L plus dit L sur tau', l'exponentielle de moins T sur tau'. Donc ce terme-là, donc on a L tau' fois 12, c'est-à-dire 12L tau', moins 10L sur tau', l'exponentielle de moins T sur tau', plus 10L sur tau', l'exponentielle de moins T sur T'. Donc ça, ce sont deux termes qui sont opposés, donc on va éliminer. Il reste UL de T égale à 12L sur tau'. Donc, on a donc ces 12 sur 0,5 10 moins 3, donc est égal à 12 10 à la puissance 4 sur 5L. Donc, on a ainsi UL de T est égal à 12 qui multiplie 10 à la puissance 4 sur 5 qui multiplie L en volts. Donc, on a UL de T en fonction de L. La partie B, on ferme K2 et on ouvre K1. Donc K1, il est ouvert et K2, il est fermé. Déterminer l'équation différentielle à laquelle obéit IL de T, c'est-à-dire le courant qui traverse la bobine. Donc on ferme K2 et K1, il est ouvert. Donc il y a le courant qui va passer dans la bobine et dans le condensateur et dans la résistance. Donc on a ici un nœud N. Donc le courant qui va entrer ici, c'est IL de T, il va sortir IC de T et IR de T. Donc on a donc IL de T est égal à IC de T plus IR de T. Et on va prendre cette maille. Donc dans la maille 2, on a UC de T, c'est UR de T. Et dans la maille 1, cette partie-là, on a E moins UL de T moins UC est égal à 0. Autrement dit, donc E est égal à UL de T plus UC de T. Puisque UC de T, c'est UR de T. Donc, E est égal à UL de T plus UR de T. Donc, d'après ces deux équations, on peut tirer le UC de T et le UR de T. Donc, UC de T, c'est E moins UL de T. Et UR de T, c'est E moins UL de T. Et comme la charge au bord de l'armature
des condensateurs CQ est égal à CUC. Donc la dérivée de dQ sur dt, ça donne IC de t, qui est égal à C, la dérivée de UC de t sur dt, qui est égal à C, la dérivée de par rapport à dt. On va remplacer UC de t par E moins UL de t. C'est-à-dire c'est C, la dérivée par rapport au temps de E moins UL de t. Donc ça, c'est une constante. Elle reste tout simplement moins C d UL de t sur dt. Donc voici l'expression du courant qui traverse le condensateur. Donc ça, c'est l'équation A. On a UR de t est égal à R IR de t. C'est ça la loi d'Ohm. Donc, UR de t, ce n'est rien d'autre que E moins UL de t, qui est égal à R IR de t. C'est-à-dire IR de t est égal à E moins UL de t sur R. Ça, c'est l'équation B. Et d'après la loi des nœuds, on a IL de t est égal à IR de t plus IC de t. C'est-à-dire on va remplacer IR de t par son expression et on va remplacer IC de t par son expression. Donc on aura donc IL de t est égal à moins C dUL de t sur dt plus E moins UL de t sur R. Et comme UL de t, c'est R IL de t plus L DIL de t sur dt, donc on va dériver, donc c'est la dérivée de cette expression-là, donc ça me donne R DIL de t sur dt plus L D, la dérivée deux fois de IL de t par rapport au temps. Donc ça, c'est l'équation D. Donc on va tout simplement, dans cette équation-là, on va remplacer le DUL de t par rapport à dt par son expression ici, pour tout simplement avoir une relation qui regroupe tout simplement les termes IL de t. Donc, on revient à l'équation C. On va remplacer le DUL de t par rapport à dt. On va la remplacer par son expression, ainsi que UL de t, on va la remplacer par son expression. Donc on aura IL de t est égal à moins C, la dérivée, c'est cette expression-là, donc on va la remplacer ici, plus E sur R, moins 1 sur R, UL de t, on va la remplacer par son expression ici. Donc on va tout simplement enlever les crochets et regrouper les termes. Donc on va trouver cette équation qui est jaune. Donc on va trouver cette équation-là. Donc ça, c'est l'équation différentielle de variable IL de t. Donc il faut faire attention, donc il faut faire le calcul, il faut tout simplement essayer de regrouper les termes.
Donc, vous trouvez cette équation différentielle de variable IL de T. Donc, 1,7 calculer IL à l'infini ainsi que UR à l'infini. Donc, c'est tout simplement, donc on travaille dans le régime permanent. Donc, le régime, elle est permanent, c'est-à-dire que IL de T, elle est constante. Donc, la dérivée, c'est 0, la dérivée, c'est 0. Donc, elle reste tout simplement ce terme-là, est égal à ce terme-là, c'est-à-dire petit r plus grand R sur RLC, facteur de IL de T est égal à E sur RLC. Donc, on va tout simplement donc, simplifier les RLC. Elle reste IL de l'infini est égal à E sur petit r plus grand R. Donc, IL de l'infini, c'est 2 ampères. Donc, à l'infini, le régime, il devient permanent. Donc, on sait que UL de T est égal à R, IL de T plus L, DIL de T sur DT. Donc, comme au régime permanent, IL de T est constant, donc sa dérivée est égale à 0. Donc, UR de T, on sait que son expression, il est égal à E. Et comme UR de T est égal à E moins UL de T, donc, UL de T, c'est E moins UR de T. Donc, E moins UR de T est égal à RIL de T, puisque ça, c'est égal à 0. Et par suite, E moins UR à l'infini est égal à RIL à l'infini, c'est-à-dire que UR à l'infini, c'est E moins RIL à l'infini. Donc, on a E est égal à 12, et on a R est égal à 1, et on a IL de l'infini est égal à 2, c'est-à-dire est égal à 12 moins 2 est égal à 10 volts. L'exercice 2, on considère le même montage de l'exercice précédent en remplaçant la bobine L par une bobine d'inductance L0, c'est-à-dire la bobine elle devient parfaite, c'est-à-dire sa résistance interne elle est égale à 0. Donc la tension au bord de la résistance, on va supposer qu'elle est constante. Donc la partie A, à l'instant t égale à 0, on ferme K1 et on ouvre K2. Donner l'équation différentielle à laquelle obéit le courant IL de T. Donc, on a UR de T égale à une constante, c'est-à-dire égale à UR. Donc, l'équation différentielle du IL de T. Donc, dans cette maille, on a E est égal à UL de T.
donc est égal à L0 dIL de t sur dt, car R est égal à 0. Donc dIL de t par rapport à dt est égal à E sur L0. D'où on a l'équation suivante. dIL de t sur dt moins E sur L0 est égal à 0. Donc voici l'équation différentielle vérifiée par le courant qui traverse la bobine. C'est-à-dire c'est le courant principal. Sachant que IL 0 est égal à I d'indice petit m. Calculer la valeur de I d'indice grand M qui est égal à IL alpha de T. Avec alpha, c'est un nombre compris entre 0 et 1, et T, elle est en seconde. Donc on veut calculer I d'indice grand M qui est égal à IL de alpha de T. Donc on a I d'indice grand M de T est égal à I L de alpha de T, avec alpha compris entre 0 et 1. On a IL0 est égal à I d'indice petit m. Et on a l'équation différentielle D de IL de T sur dt moins E sur L0 égale à 0. Donc, cette équation, donc sa solution, ça s'écrit E sur L0 de T plus A. Donc, on va remplacer lorsque T égale à 0, on a IL de 0 est égal à I d'indice petit m. Ainsi donc, on peut déduire le A. Donc le A il est égal à I d'indice petit m. Autrement dit, donc IL de T est égal à E sur L0 de T plus IM. Donc lorsqu'on va remplacer T par alpha grand T, donc ça sera IM. Donc I grand M est égal à IL qui a pour variable alpha grand T. Donc on va remplacer T par alpha qui multiplie grand T. Donc on va déduire que I d'indice grand M est égal à E sur R0 alpha qui multiplie grand T plus E d'indice petit m. Donc voici l'expression de I d'indice grand M en fonction des variables alpha et T et E d'indice petit m. On déduire l'expression de delta de I qui est égal à I d'indice grand M moins I d'indice petit m en fonction de E, L0, alpha et grand T. Donc c'est tout simplement, puisqu'on a déjà la relation entre eux, entre le grand M et le petit m, c'est-à-dire tout simplement on va faire la différence. On a I d'indice grand M moins I d'indice petit m, ça nous donne tout simplement E sur L0 alpha de T. C'est-à-dire que delta I est égal à E sur L0 alpha qui multiplie grand T.
la partie B, à l'instant t qui est égal à alpha grand T, on ferme K2 et on ouvre K1. Exprimer IL de T en fonction de UR, E, L0, alpha T et T. Donc, on a cette maille. C'est-à-dire que la tension, c'est-à-dire ça, simplement, donc le E, elle est égale à UL de T plus UR de T, qui est égal à UL de T plus E de C, puisque le UR et le UC sont les mêmes, puisque le C et le R sont en parallèle. D'où UR de T, donc UR de T, c'est E moins UL de T, et UC de T, c'est E moins UL de T. Et on a la loi des nœuds. On a IL de T, c'est IC de T plus IR de T. Donc on a IC de T, donc on connaît son expression, c'est C DUC par rapport à DT. Et d'après la loi d'Ohm, donc IR de T, c'est UR sur R, puisque UR elle est constante. Donc ceci est égal à C D sur DT. On va remplacer UC par E moins UL de T. Donc la dérivée de E, si c'est une constante, est égale à 0. Donc il reste moins C DUL de T sur DT plus UR sur R. Et on sait que UL de T est égal à L0 DIL de T sur DT, car la résistance elle est négligeable ou bien égale à 0. Donc, on aura donc d'où IL de T est égal à moins C DUL de T sur DT, donc c'est la dérivée de ici. Donc on va dériver ça, on va trouver que c'est égal à la dérivée seconde. Donc c'est D au carré de L de T sur DT au carré plus ER sur R. Donc soit, donc ça, donc on va prendre ce terme-là, on va la mettre ici. Donc c'est CL0, la dérivée seconde de IL de T, plus IL de T moins UR sur R égale à 0. Donc on va diviser par CL0, on va trouver l'équation E. Donc pour résoudre cette équation, on va faire un changement de variable. On va poser ce terme-là est égal à I de T. Donc, la dérivée seconde de ce terme-là, puisque ça c'est une constante, donc c'est 1 sur L0C, est égal à la dérivée 2 fois de IL de T, c'est la dérivée 2 fois de I de T sur T. Donc, ce terme-là est égal à L0 fois C qui multiplie ce terme-là. Donc, on va prendre ces termes-là, on va les remplacer ici, dans E. Donc le E, il devient L0C D de I de T sur DT plus I de T est égal à 0. Donc on va diviser par L0C, on aura cette forme-là. Donc ça, c'est une équation différentielle de premier degré, donc facile à résoudre. Donc tout simplement, donc ça, ce sont des étapes qui sont abordables. Donc on a déjà, tout simplement, j'ai écrit comme ça, puisqu'on a déjà expliqué. Donc on va trouver que I de T est égal à une constante K qui multiplie E moins T sur CL0. Donc ça c'est I de T. On va remplacer I de T par son expression, puisqu'on a fait un changement de variable. Donc, puisqu'on a fait un changement de variable, donc I de T, on va la remplacer par ce terme. Donc on va remplacer, donc I de T, on va la remplacer par son terme ici. Donc, on va trouver que
Donc on va remplacer I de t par son terme ici. Donc on va trouver cette expression-là, c'est-à-dire après déduction, on va trouver que IL de t est égal à ce terme-là. Donc lorsqu'on va remplacer t par alpha qui multiplie grand T, on va trouver cette expression. Lorsqu'on va remplacer T par son expression ici, donc on aura cette expression-là. Or, IL, qui a pour variable alpha grand T, est égal à I d'indice grand M. C'est-à-dire que I d'indice grand M est égal à ce terme-là. Donc, on peut déduire le K. Donc, K est égal à ce terme-là. On va la remplacer ici. Donc, on aura IL de T est égal à cette expression-là. Et comme I de grand M est égal à E sur L0 alpha grand T plus IM, et T est égal à 2pi racine de L0 C, donc on va tout simplement remplacer les termes pour trouver la relation entre les variables ici. Donc on va trouver donc l'expression de IL de T après calcul, elle prend cette forme. Même si elle figure le R, donc le R c'est un constant, donc on connaît le R, donc la valeur c'est connu. Même si elle figure ici, c'est connu.
Donc, le QCM de la physique sur l'électricité. On réalise le montage représenté sur la figure suivante. Le condensateur C2 de capacité 10 microfarads est chargé sous une tension de 20 volts. Lorsque K est ouvert, un fréquence-mètre indique la valeur de 356 Hz comme fréquence des oscillations. 1. Calculer l'énergie stockée dans C2, c'est-à-dire l'énergie à vide lorsque K elle est ouverte. Donc lorsque K elle est ouverte, C2 elle est chargée puisqu'il a une charge de 20 volts. Et on a C2 est égal à 10 microfarads. Donc la tension à vide c'est 20 et on a une fréquence est égale à 356 Hz. Donc E0 c'est 1 demi C2U au carré. Donc tout simplement, donc on va remplacer C2 par 10 microfarads. Donc c'est pour le conversion en farad, on va multiplier par 10 moins 6. Et le U c'est 20 au carré. Donc après est égal à 2, 10 moins 3 joules. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. Donc l'énergie stockée dans le condensateur à vide est de l'ordre de 2, 10 moins 3 joules. Calculer la valeur de C1. Avec, lorsqu'on ferme, on va fermer le K et la fréquence a diminué de 350 Hz vers 290,7 Hz. Donc on ferme K. On a la fréquence égale à 290,7 Hz. Donc on a C1 et C2 ils sont en parallèle. Donc on a C1 et C2 sont en parallèle. Donc s'ils sont en parallèle, donc la capacité équivalence, c'est la somme des deux capacités. C'est l'inverse de résistance. Donc C équivalente égale à C1 plus C2. Or, on a T1 pour C1, c'est 4 pi au carré L1 C1. Et on a la période pour C équivalent, c'est T2 au carré est égal à 4 pi au carré L1 C équivalent. Donc, on va diviser T2 au carré sur T1 au carré. Donc, on va se débarrasser de ces termes. Il reste C équivalent sur C1. C'est-à-dire c'est C1 plus C2 sur C1. Donc, C1 sur C1, C1, C2 sur C1, C2 sur C1. Et comme T1 est égal à 1 sur N, ou bien 1 sur F, donc l'inverse de la fréquence. Donc, T1, c'est 1 sur 356. Et T2, c'est 1 sur 2, 290,7. Donc, on va remplacer ici. Et comme on connaît C2 est égal à 10 microfarads, donc on peut déduire la valeur de C1. Donc, C1 à peu près est égal à 20 microfarads, c'est-à-dire 20 10 moins 6 farads. Donc la réponse c'est D. Donc il faut cocher D. Donc ça, c'est ça la réponse. Donc si on garde fermé, donc l'interrupteur reste fermé pendant très longtemps. L'énergie électrique totale dans le circuit, est-ce qu'elle va rester constante, elle va diminuer, augmenter ou bien elle va s'annuler?
Donc, en l'absence de charge, donc parce qu'il n'y a pas de résistance dissipative par effet Joule, donc puisqu'il n'y a pas de charge dans le circuit, donc si on ferme lentement l'interrupteur K, donc il n'y aura pas de dissipation d'énergie emmagasinée dans le condensateur C2. D'où l'énergie totale reste celui de C2. C'est-à-dire est égal à E0. Donc il n'y a pas de dissipation de l'énergie dans le circuit, car il n'y a pas de résistance ohmique qui dissipe l'énergie sous forme de joules. Donc la réponse c'est A. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge dans laquelle le condensateur va dissiper son énergie. Donc la réponse c'est A. Donc la réponse c'est A. Donc l'énergie électrique totale reste égale à l'énergie emmagasinée dans le condensateur C2. Concernant les ondes, donc on donne le chronogramme d'un signal modulé en amplitude. Donc quelle est la fréquence de la porteuse? Donc la porteuse, c'est cette partie. Donc la porteuse, c'est celle-là. Donc la porteuse, ce sont les signaux qui figurent ici. Ça, c'est ce qui est. Donc ça, c'est la période de l'onde porteuse. Donc quelle est la fréquence de la porteuse? Donc, on a une division contient 4 TP. Donc voici une division qui est en vert. Donc ça, c'est une division. Dans cette division, on voit qu'on a 4 TP. Voici 1, 2, 3, 4. Donc une division, dans une division, il y a 4 TP. Et comme une division est égale à 20 millisecondes, donc une division est égale à 20, ça en millisecondes. Donc c'est 20 millisecondes. Donc une division, le temps c'est 20 millisecondes. Et il contient 4 TP. D'où on a une division est égale à 4 TP et une division est égale à 20, 10, moins 6, c'est-à-dire que TP est égal à une division sur 4 est égal à 20, 10, moins 6 sur 4, c'est-à-dire c'est 5, 10, moins 6 secondes. Or, T de P, c'est 1 sur F de P. Donc F de P est égal à 1 sur T de P. Donc, après calcul, on va trouver que est égal à 200 kHz. Donc la réponse, c'est C. Donc la réponse, c'est C. Donc la fréquence de la porteuse, c'est 200 kHz. Quelle est la fréquence du signal modulant? Donc le signal modulant, c'est cette partie jusqu'ici, puis elle va reprendre. Donc ça c'est ça, tout le signal modulant, puis
elle va reprendre la même allure. Donc, ça c'est Tm, donc T modulant. Donc la période T modulant. Dans cette partie-là, on voit que 5 divisions, 1, 2, 3, 4, 5, 5 divisions est égal à Tm. Donc Tm est égal à 5 divisions. C'est-à-dire qu'une division est égale à Tm sur 5. Et chaque division, comme précédemment, est égale à 20, 10, moins 6. C'est-à-dire que T de M est égal à 5 fois une division, c'est-à-dire c'est 5 fois 20, 10, moins 6, c'est égal à 10, moins 4 secondes. Donc Tm, c'est 1 sur F de M. Donc F de M est égal à 10 kHz. Donc la réponse, c'est A. Donc la réponse, c'est A. Donc voici la figure. Donc ça, donc on a 5 divisions. Donc Tm, donc la période, pour que le signal reprend son allure, c'est 5 divisions. Donc on a donc F de M est égal à 10 kHz. Que vaut l'indice de modulation? Quelle est la valeur de l'indice de modulation? Donc l'indice de modulation, c'est un nombre par petit m, donc est égal à le S maximal sur S0. Le S max, donc est égal à S max sur U0. Donc est égal à U max moins U min sur U max plus U min. Donc, à quoi est égal U max et à quoi est égal U min? Donc, la valeur maximale atteinte, ici, la valeur maximale, c'est 1,5. Et la valeur minimale, c'est ici. La valeur minimale, c'est 0,5, puisque ça, c'est pas ça, c'est 0,5. Ça, c'est 0, 0,5, 1, 1,5. Donc, la valeur minimale, c'est 0,5. Et la valeur maximale, c'est 1,5. Donc, c'est 1,5 moins 0,5 sur 1,5 plus 1. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2. Et 1 sur 2, c'est 0,5, c'est-à-dire 50%. Donc, M est égal à 50%. Donc, c'est la valeur D. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo, cordialement.